La mémoire, c'est une vague qui part avec un souvenir et qui revient avec un autre. Un arbre qui verdit et se fleurit. Un pommier chargé de pommes qui porte chacune un souvenir. Un univers sans limite. Si la mémoire était une galaxie, il y aurait autant de souvenirs que d'étoiles. C'est un infini de souvenirs. C'est un nuage qui grossit à chaque souvenir. C'est un piano qui délivre des mélodies douces et des mélodies tristes. C'est un voyage parsemé d'imprévus et de mystères. Une croisière dont la destination est inconnue. Alors, si on parle de l'histoire de Chevreau et de l'association, l'historique de l'association, c'est une équipe de villageois qui s'est mobilisée en 1989 pour faire remettre un peu en valeur ce patrimoine. Ce patrimoine qui était complètement en friche et qui appartient toujours d'ailleurs à la commune de Chevreau. Donc il y a eu un bail amphithéotique qui était passé entre l'association et la commune. Et à ce titre, l'association en dispose pour faire différentes actions. Notamment, il y a eu réhabilitation d'une partie du patrimoine. C'est vrai qu'ils ont fait vraiment des belles réalisations. Il y a deux tours qui ont été réparées, c'est magnifique, et puis un caveau voûté, ils ont refait la voûte. C'est vraiment du travail de professionnel, hein. C'est fait comme il faut, quoi. Ah, moi j'aime tout, moi. Donc, quand vous partez de Montagnard, vous pouvez aller dans tous les sens. J'aime marcher, c'est tout. Donc parfois je vais assez loin, oui. Et j'aime marcher, et puis j'aime la vie du village, qui n'est pas du tout celle que j'ai connue enfant, c'est sûr. Parce que c'était quand même c'était très actif. Bon, c'est vrai qu'il y avait le bétail qui passait à droite, à gauche, les caves qui étaient toujours toutes ouvertes à tout le monde, donc ça stationnait, ça buvait, ça repartait. Enfin bon, c'était une vie. Puis nous, on traversait le village, on disait bonjour, on disait bonjour 20 fois par jour à la même personne, mais on était gamins, quoi, donc oui, ça se passait bien. Voilà, donc oui, je l'ai toujours connue, cette maison. On venait en vacances chez mes parents, je suis née là. Mes enfants adorent venir ici, les petits-enfants aussi, donc c'est notre maison. Voilà, on l'a améliorée. Je fais des murs, je les défais, je les refais, je les place ailleurs. Je fais des dallages, j'aime travailler la pierre, voilà, j'aime bouger les pierres. Mais moi, on m'a dit de la faire danser. Philippe m'a dit, fais danser les pierres, puis ne te fatigue pas. Donc je fais valser les pierres. C'est quoi les plus beaux souvenirs que tu as d'ici ? C'est la jeunesse, hein. Comme je pense beaucoup de monde, l'insouciance. Je descendais tout le village, comme c'est un village qui est en pente, avec un karting que mon père m'avait fabriqué. On allait dans les grottes locales, les petites grottes. Donc on refaisait des scènes historiques. Bonjour. Bonjour. Comme un gamin dans le coin. Après, beaucoup de vélo quand j'étais jeune. Une fois que j'ai eu la mobilette, c'était terminé. Et après, oui, dans chaque forêt, oui, il y a une cabane que j'ai fait quand j'étais gamin, quoi. Voilà. Un bon souvenir, quand j'ai acquis la maison à côté. Voilà, une petite maison. J'avais un projet Canada qui ne s'est pas fait. Et tout qu'on se fait, le Canada, c'est à Montagnard, sans rime, quoi. Donc voilà, je suis très content d'avoir une maison toute en pierre, qui a une histoire. Et mon père était artisan maçon, et il m'a beaucoup aidé justement pour travailler la vieille pierre, quoi. Ma mère est née à Pirajou, dans l'Ain, et mon père, 71, Dommartin-les-Cuiseaux. 10-15 km de Montagnard. Tu tends l'oreille et tu entends la cascade, la rivière. C'est une myriade d'oiseaux au printemps, dès 5 heures du matin. Il faut fermer les fenêtres si tu veux pas être réveillé.
Ils vous en parleront sûrement, les copains là-haut. On a maintenant, depuis déjà quelques années, 2 troupeaux de chamois, un en haut du village, un en bas. Et l'endroit est absolument délicieux. Hein. La mémoire. Une aventure parsemée de péripéties. Chaque flocon qui tombe est un souvenir qui naît. C'est une boule à 1000 facettes. C'est un jardin parsemé de belles fleurs et de mauvaises herbes. C'est une forêt remplie de bons et mauvais champignons. C'est une piste de ski où tu peux tomber, mais il faut savoir se relever et glisser vers le bonheur. Chaque souvenir est un bagage d'un endroit différent. C'est un petit livre de recettes transmises de génération en génération. C'est un potager qui s'entretient avec amour. C'est un océan, tantôt calme, tantôt agité. Mon père était de Montagnat, il est né à Montagnat. Et puis ma mère, c'était une Bressane. Alors, je ne sais pas comment ils se sont connus, moi j'en sais rien. Ah, je crois que si, quand même. Parce que le grand-père, il venait souvent acheter des pommes de terre à Montagnat. Il montait en montagne. Il aimait mieux les pommes de terre de la montagne que de la Bresse. Ouais, c'est comme ça qu'ils ont dû se connaître, je crois. Oui, j'en avais entendu parler. Et puis mon père, il a travaillé un peu au service des eaux, ensuite chez Yermini, à la marbrerie. Et puis ensuite, il a laissé tomber, puis il est venu travailler la terre. Ma mère était agricultrice aussi. Je me souviens quand elle allait labourer avec ses mulets ou ses bœufs. Enfin, ils n'avaient pas de tracteur dans le moment. Enfin, c'était pas la richesse, quoi. Mais bon. Puis ils vivaient de leurs produits de la ferme. Hein. Elle faisait du pain, elle élevait des lapins, des poulets, tout ça. Vous n'allez jamais à la boucherie. Hein. C'était le lait, faisait même du beurre, de la crème. Je me souviens quand je rentrais de l'école, tu sais... Zelkaya? Oui. C'est l'époque. Elle récupérait la crème sur le lait, elle n'achetait pas de la crème au magasin. Ouais, puis on a vécu quand même. Mon mari, je l'ai connu à Saint-Amour, pour une fête de Saint-Amour, sur les autos tourbonnantes. Tu rentres maintenant, quoi. Oui. Voilà. Ouais, puis c'est vrai. La persistance. Quand j'étais gamin, j'étais comme ça, mes parents ne pouvaient pas payer nos études, hein. C'était impossible, parce qu'on était 8 enfants, vous comprenez. Alors, moi, je voulais être mécano. Mon père m'a dit, moi, je paye pas tes études, je peux pas. Alors, à 18 ans, je suis parti travailler dans une marbrerie, et puis la marbrerie n'était pas, comment vous dire... J'ai appris beaucoup de choses en marbrerie. Les éclairages, les tracés, les tranches ouvertes, tout ça. Et puis, comment dire, là j'ai acheté une maison. On n'était encore pas mariés, j'ai acheté une maison et pas le banal restauré. Alors c'est là que je suis parti travailler chez un patron. Pour m'aller. Puis c'est parti comme ça, hein. Mais... je vais vous dire un truc, mon premier chantier, j'ai un artisan qui me donnait pas d'argent pour acheter une bétonnière, premier camion de gravier, j'ai tout préparé à la main, tout fait le béton à la main, et tout seul. Puis je suis parti comme ça, c'est tout, uniquement. Pour réussir dans la vie, il faut de la volonté, oui. Beaucoup de volonté. Autrement, si on veut faire quelque chose, si on ne veut rien faire, il n'y a pas de volonté. Hein, mais, ouais. Commencer un travail, voir quand il est fini, s'il est... je dis pas super, non, mais
Si c'est beau, c'est le principal. C'est le principal. Je vous ai dit, je voulais être mécano quand j'étais tout gamin. Et Et maintenant, puis je pouvais pas, et puis j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé. Puis je vous dis, moi, quand on était jeunes mariés, pas beaucoup de moyens. Moi, j'ai roulé avec des 2 chevaux, je vous en parle pas. Hein, les 2 chevaux, J'ai appris à conduire sur une oui, une 2 chevaux, 3 coups de manivelle, vous déposez l'aile. Vous tirez vous levez le capot, vous le tirez, il est déposé. Une voiture très facile à réparer. Alors je me débrouillais comme ça. L'outil en main, c'est une association nationale. Hein. En gros, il y a 270 associations en France. On a été la première à fonctionner et sur le Jura et sur la Franche-Comté. L'origine, c'est Pascal Raguenaud qui avait remarqué que les enfants s'intéressaient beaucoup aux travaux manuels. Et quand elle est arrivée à la retraite, elle a voulu propager ça. Donc depuis 1975, ces associations, elles se dispersent un petit peu, il y en a un peu partout en France. Voilà, moi je m'appelle Rolande et donc moi je fais un peu l'accueil, je suis la petite main, dirons-nous. Donc je fais l'accueil, je surveille un peu les enfants qui soient pas rêveurs, qui soient toujours à leur atelier. J'essaie que tout soit terminé, que les enfants puissent partir avec des objets terminés. Bon, voilà. Et donc, une belle transmission entre nous tous, parce que voilà, on essaie de choper chez chacun des petites choses. Je ne savais rien faire et maintenant, moi aussi, je fais un peu de création. Ça m'apprend aussi à toucher la matière, hein, parce que ça, c'est très important. Et ces enfants-là qui sont ravissants, on attend le mercredi avec impatience de se retrouver tous ensemble, parce que ici, j'ai retrouvé une deuxième famille. Voilà, nous sommes vraiment tous en cœur et voilà, le mercredi, c'est puissant. Et quand on part, je vous assure, on est pompé. Ça, c'est sûr. c'est pétillant. On apprend en même temps qu'on fait. On apprend en même temps qu'on montre. Moi, je trouve que c'est ça. Pour moi, hein, je crois qu'on apprend tous ensemble. Et ça, c'est une belle transmission, je trouve. La mémoire. C'est une grande commode dont chaque tiroir renferme un souvenir. C'est une grande étagère où l'on range ses souvenirs. C'est une leçon apprise que l'on sait à jamais. Ce sont nos mains qui vont piocher dans nos poches. C'est une gourde pleine qui garde tout son nom. C'est un disque que nous écoutons inlassablement. C'est un dictionnaire de souvenirs. C'est le sourire des moments passés. C'est ce qui nous rappelle l'essentiel de la vie.
je m'appelle Marie. Au départ, j'étais venue pour m'occuper du planning, en fait, pour qu'il y ait une cohérence sur l'intervention des enfants et des gens de métier, pour que tout au long de l'année, chaque enfant ait pu participer avec des gens de métier à un atelier, concevoir un objet et puis avoir des rudiments d'une ancienne profession, d'une profession. Voilà, donc c'était ma petite participation. Après, on va dire que dans mon éducation, j'ai eu la chance d'avoir des parents où on faisait beaucoup d'activités manuelles. C'est-à-dire que c'était toujours le bazar à la maison, des grandes tables avec plein de choses. Et donc, c'est quelque chose que j'ai conservé, que j'ai transmis à mes enfants. Et puis voilà, donc là, j'ai trouvé extraordinaire ce mélange de générations. Ces enfants qui sont charmants, qui sont mouvants. Nous, on est des bénévoles, la plupart retraités, donc on a pris une vie un peu plan-plan, même si on fait trop de choses en même temps. Et du coup, de retrouver la fréquentation de ces enfants assez jeunes, leur spontanéité, leur fraîcheur, voilà, c'est fabuleux. Donc, et puis, il y a plein de gens fabuleux. Tout le monde est toujours prêt à montrer ce qu'il sait faire. Et du coup, on ouvre son esprit et puis on a envie de tout apprendre. Le premier jour de l'ouverture de l'outil en main, j'étais présent. J'ai vu passer beaucoup de choses. J'ai eu très peur au début, parce que transmettre à des ados, moi, je n'avais jamais fait ça. J'ai été maître apprenti dans le temps, mais c'était pas pareil, ils étaient déjà grands. Mais alors, ils nous ont amené une joie, une découverte que je ne connaissais pas. C'est le partage. Partager, moi, démonter un moteur avec des enfants, ou de l'électricité, faire des va-et-vient, des trucs comme ça avec eux, ils sont heureux et ils demandent des explications. Or, des fois, je suis obligé d'aller chercher sur les livres, retourner un petit peu à l'école, puis la semaine d'après, je leur explique correctement ce que m'ont demandé. Parce que c'est pas toujours évident. Il faut quand même des réponses. Car ils sont trop demandeurs aux réponses. Pourquoi ça? Pourquoi on fait comme ci? Pourquoi ci? Je suis mécanicien agricole de métier. J'ai eu de très bons patrons. Puis c'est vieux, ça, il y a quelques années, j'ai 70 ans, donc vous voyez, ça fait quelques années. Et ils m'ont appris, eux, ce qu'ils ont appris presque sur le tas, parce que c'était les pionniers de la mécanique. Nos grands-pères étaient les premiers. Donc, ils nous ont appris ce que eux et nous, on n'a que perfectionné ce que eux nous ont appris. Donc, c'est pas difficile de transmettre ce qu'on nous a appris. Et mon père était très bricoleur. Donc, j'ai suivi un peu le passage de mon père. Et maintenant, j'essaie de retransmettre mon savoir, le peu que à des enfants, et c'est très, très valorisant. Ils nous apprennent beaucoup de choses. Et on est dans un groupe le mercredi après-midi, quand tous les enfants sont partis. On est dans la salle à côté, on s'assied, on discute. On pourrait discuter jusqu'à 7-8 heures le soir, parce qu'on est bien ensemble. C'est un bien-être. Donc, comme on est bien avec les enfants, on est bien entre nous aussi. La mémoire. C'est un coffre-fort qui protège nos beaux et tristes moments. C'est un journal intime qui nous déleste de nos mauvais souvenirs. La mémoire, ça enregistre tout ce qui nous touche. C'est notre galerie photo personnelle. C'est notre jardin secret. C'est un disque dur, une clé USB que l'on a en soi. C'est une petite boîte à musique. Donc je suis un ancien enseignant. Bon, j'ai quitté l'enseignement il y a déjà quelques années. Et je me suis spécialisé, on va dire comme ça, dans l'histoire locale.
Donc, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire locale et parce que je me suis rendu compte que les gens de Saint-Amour ne connaissaient pas bien leur histoire locale et qu'il y avait un tas de petites histoires ou de rumeurs qui circulaient et qui n'avaient rien à voir avec, j'allais dire, la vérité de l'époque. Donc, moi, j'ai cherché justement à trouver la vérité, encore que je ne suis pas sûr de l'avoir trouvée, hein. Mais bon, j'essaie de m'en approcher. Comment trouver cette vérité? En étayant ce que je disais par des documents ou par des faits bien précis. Voilà. Je me suis dit, bon, il faudrait peut-être chercher un petit peu, voir où tu pourrais trouver des renseignements. Donc, il y a eu un historien donc, de Saint-Amour qui s'appelait Corneille Saint-Mars, Alexandre Corneille Saint-Mars. Voilà, c'était son nom. Et il a rédigé donc, les tablettes historiques de Saint-Amour, mais il les a rédigées en 1869. 1869. Et après Corneille Saint-Mars, plus personne ne s'est occupé de raconter l'histoire de Saint-Amour. Même pas notre Lucien Febvre qui se trouve là. Lui, il a parlé un petit peu de Saint-Amour dans ses ouvrages, mais il ne s'est pas intéressé à l'histoire locale. Il faut dire que lui, il était appelé à faire des études qui étaient bien plus larges, et puis à revoir, j'allais dire, la façon dont on conduisait les recherches en histoire. Jusqu'à Lucien Febvre, on s'intéressait aux grands événements, aux grands personnages, aux grands généraux, mais on ne s'intéressait pas aux petits gens. Les cultivateurs, les habitants, les ordinaires, les gens ordinaires n'intéressaient pas les historiens. Et Lucien Febvre, avec Marc Bloch, c'est surtout Marc Bloch qui l'a décidé. On dit, mais attention, l'histoire, c'est pas rien que ces personnages importants, c'est pas rien que ces grands événements. L'histoire, c'est aussi ces petites gens, comment elles vivaient, comment elles faisaient pour survivre avec les conditions qu'on leur imposait. Les grands seigneurs, eux, n'avaient pas de problème, ils vivaient sur ces petites gens. Mais les petites gens, elles, comment elles vivaient? Donc les grands seigneurs, on sait comment ils vivaient. Mais les petites gens, on ne sait pas, il faut qu'on sache.
Gabelle par ce qu'on appelle les fermiers généraux. Donc la ferme générale, c'est une institution qui va notamment déployer sur le terrain des gabelous. Les gabelous, ce sont les gendarmes de l'époque qui vont venir justement fouiller les gens à des postes frontières ou même dans la montagne, chez les montagnons, c'est comme ça qu'on les appelait, ou encore chez les Bressans, de l'autre côté. Une fois arrêtés, eh bien, on va emmener ces contrebandiers directement à l'intérieur de prisons. Et donc on les appellera des prisons royales, puisque c'est la justice royale qui règne. Le problème, c'est qu'en 1705, lorsqu'il met en place cette juridiction de la Gabelle, le roi Louis XIV, eh bien, on n'a pas encore de prison à Saint-Amour. En fait, on utilise les ruines du château de Saint-Amour. Vous avez dû en entendre parler parce que les ruines, c'est sur le théâtre de la chevalerie. En tous les cas, on utilise les ruines. Et puis, au bout d'un moment, c'est le comte de Saint-Amour, monsieur de Choiseul, qui va rendre visite aux prisonniers en 1722, qui va se rendre compte des conditions de vie et qui va envoyer une lettre au roi de France pour la construction de cette bâtisse. Il va même jusqu'à offrir un chazal. Donc, un chazal, c'est un terrain vague, au roi de France, en plein centre-ville. Et ça, c'est dû à différentes raisons. Quand on est en plein centre-ville, avec l'église juste à côté, c'est que, on est sous la monarchie, et qu'à l'époque, on règne par la peur, principalement. Et qu'évidemment, avoir des prisons royales rue du Commerce, dans la rue où, justement, à l'époque, on retrouvait toutes les petites halles, et aussi la place de marché, qui était la place devant l'église, et encore les halles couvertes, qui étaient vraiment la bâtisse qui touche, qui jouxte, qui est juste à côté des prisons. Forcément, quand on se balade pour aller faire ses courses et qu'on entend les prisonniers hurler, ça donne pas envie. Donc voilà l'objectif du Royaume de France que d'installer des prisons ici. Moi, je suis venue là quand j'étais toute petite, pour le coup. Pas petite, pas si petite que ça, mais quand même, je devais avoir 14 ans, je crois, quelque chose comme ça, 13-14 ans. Et je me souviens que j'avais été choquée des cachots. Et c'était resté dans mon imaginaire, des tunnels, des choses comme ça. Et voilà. Et je sais pas, je rêvais de remettre les pieds dedans. Je pensais pas que c'était ouvert au public. Et faire découvrir l'histoire aux gens, je trouvais ça intéressant. Et en fait, c'est un super site pour les visites guidées. Parce que c'est très grand. Et du coup, on se déplace vraiment de pièce en pièce avec une histoire différente. Et je trouve ça super intéressant. Rentrons car le soir tombe au village qui fume. Les feuilles au fossé bruissent par monceaux. Sur le chemin durci résonnent des sabots. Tout m'accueille d'un air familier et rustique. Les arbres, les buissons pour moi sont des reliques. Et ces humbles logis de pierre au vaste toit, qui couvrent bien les gens et les bêtes du froid. Ceux-là sont le fumier et la beauté orale. L'aigre haleine du vin nouveau souffle des caves. Sur le seuil, encombré de poules en voisin. Conte d'un ton traînard, les fléaux du raisin. Grêle, pluie et gelée et soleil ont fait rage. Pas le vieux vigneron garde tout son courage. Rends-toi, rends-toi. Déjà pour dire, moi je suis arrivée en 2020, en plein Covid. Donc déjà, quand j'ai acheté, je ne connaissais pas du tout Couzance. Donc je suis arrivée dans le Jura par hasard, parce que mes enfants sont à Genève et en Savoie. J'ai pris un compas à 2 heures de Genève. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai regardé le prix du marché immobilier et j'ai acheté en fonction de mes moyens. Donc juste l'histoire, pourquoi je suis arrivée ici. Et à Couzance, j'ai rencontré ce cher monsieur qui est à côté de moi, qui lui est depuis plus longtemps, mais ça je ne le raconte pas. Donc à Couzance, et comme il a su que j'ai écrit des livres pour enfants, j'ai été éditée. Et puis on a un petit peu échangé, on a parlé politique, histoire, on est passionnés tous les deux. Si fait là, waouh, il y avait comme une sorte de symbiose. Et un jour il m'a dit, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu en penses si on crée une association d'auteurs? Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais personne n'ose vraiment le dire. Il y a des manuscrits qui sont dans des tiroirs. Mais je suis sûre que là, il y a des gens qui viendraient. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, l'association
c'est créé. L'axe fort, qui est un petit peu original, c'était effectivement de travailler autour de l'écriture, puisque on trouve beaucoup de gens, bénévoles d'ailleurs souvent, qui font de la lecture, de textes dans les EHPAD ou dans les foyers ou dans les associations. Voilà. Nous, c'était véritablement essayer de recenser et de regrouper des gens qui sont intéressés, qui écrivent, voire quelquefois qui peuvent avoir dans leur tête l'idée d'un texte, d'une narration qu'ils n'ont pas encore essayé de mettre sur le papier. Voilà. Alors on a très rapidement des gens qui s'y sont intéressés, avec une partie des gens qui... On parlait tout à l'heure des ateliers d'écriture, justement, comme les gens se confient. Ouais, c'est aussi une forme de thérapie quelque part. Voilà. Donc voilà, j'ai connu ce premier atelier d'écriture. Et la même chose aussi, ça m'a fait du bien. Donc il y a des étapes qui m'ont amenée à l'écriture. Et quand je suis arrivée après en retraite, j'ai rencontré une jeune femme qui dessinait. Et moi, j'ai écrit mon premier bouquin pour les enfants. Et on a commencé à travailler ensemble. On est allé voir un éditeur à Chambéry qui a accepté de nous éditer. Et c'est comme ça que j'ai continué l'écriture. Et quand je suis arrivée ici, comme je disais tout à l'heure, j'ai rencontré Philippe. On a voulu parler de ce projet. J'ai dit pourquoi pas, parce que l'écriture, effectivement, c'est en moi. La mémoire. Site de la grotte de la Balme d'Épie, qui fait partie de la commune de Val d'Épie. C'est un lieu de pèlerinage depuis très très longtemps. J'ai appris aujourd'hui que c'était depuis 1191. Voilà. Mais c'était déjà avant un lieu de culte celte. Parce que le site, il a été aménagé, comme vous le voyez là maintenant, parce que ça rappelle aux gens qui vont à Lourdes, ça rappelle ce lieu. C'est pour ça que beaucoup de gens viennent ici, parce que quand ils ont été à Lourdes, ils viennent ici. Et envie d'avoir la paix, elle disait aux plus grandes, donc c'était moi la plus grande, et elle nous envoyait promener. Elle disait, vous allez vous promener. Alors on montait à pied à la grotte. On trouvait les pieds dans le ruisseau, on faisait plein de trucs. Il y avait à l'époque, il y avait un lavoir là-bas. Les dames du village descendaient pour laver leur linge. Là, au pied de la croix, il y avait un lavoir. Et les dames du village descendaient par le petit chemin. Elles venaient laver leur linge ici. Et nous, les gamins, on s'était trempé les pieds dans le ruisseau, on s'était trempé les pieds dans le lavoir. Quelquefois, on l'avait même débouché. On n'arrivait pas à leur boucher. Enfin voilà, c'est des tas de souvenirs. Et on repartait tranquillos chez la grand-mère, quoi. Enfin, voilà. Oui, dans cette carrière, il y a 4 générations qui ont travaillé sur plus d'1 siècle. C'est extraordinaire. Quasiment toutes les pierres tombales du secteur, toutes les stèles, beaucoup de carrelage, de sol des maisons paysannes ont été réalisées à partir du marbre des Carats.
il y a encore des témoignages du travail qui s'est terminé en 1983, hein, des baramines pour extraire les rochers. Auparavant, les blocs étaient montés avec des rouleaux. Je sais pas, vous n'avez pas vu au-dessus, mais je vais vous montrer des rouleaux. Et grâce au treuil, il y avait des personnes derrière qui montaient petit à petit les blocs qui étaient extraits à la main, hein, parce qu'évidemment, la dynamite est proscrite pour ne pas abîmer les blocs. Et on a encore, vous voyez, on en a plus. Et ce qui était intéressant, c'est que ça marchait nuit et jour. Et lorsque le bruit des meules changeait, ça veut dire qu'il n'y avait plus de grains dans la trémie. Et ils revenaient de nuit comme de jour remettre ça. Voilà. Pour faire en sorte que le lendemain matin, ces clients puissent avoir la farine dans leur sac. La mémoire.
département alimentaire, donc, et on a créé le panier du cœur, mais le panier du cœur n'est pas une entité, le panier du cœur dépend de l'association familiale, donc de Beaufort-Cousance. On est tellement bien qu'on vient avec plaisir, quoi. Je veux dire, on fait plus attention aux années, comment dire, donner notre personne, quoi. Je veux dire, voilà. C'est vrai qu'on est une belle équipe. Je m'occupe, comment dire, des habits, quoi, en toute discrétion. Puis je demande, vous avez besoin de ceci, cela, je mets de côté des fois pour quelqu'un donc je pense qu'en aurait besoin, qui n'est pas obligé de prendre, quoi. Je veux dire, est-ce que vous en avez besoin? Voilà. C'est pas dans l'obligation, quoi. Je veux dire, de reconnaître. Je viens d'une famille pauvre et on nous a toujours donné des habits, quoi. Je veux dire, donner, moi j'ai redonné, puis ça a été un cercle comme ça que j'ai dit, moi aussi on m'a aidé, et ben voilà, j'aide. Voilà, ça s'est fait naturellement. Moi, j'étais éducatrice spécialisée, donc c'était déjà dans le social. Et une fois à la retraite, je m'étais dit, je veux aider les autres, voilà. Donc, quand je suis arrivée ici sur le Jura, je me suis renseignée, j'ai su qu'il y avait cette association et je suis venue. Mais après, c'est un don de soi, je crois qu'il y a une envie de partage, de solidarité. Voilà, c'est des valeurs humaines. Voilà, ça c'est très important. Alors ça, c'est qu'on s'est retrouvé un très bon groupe. Il faut le dire. Voilà, il s'est trouvé que là, il y a vraiment un groupe très soudé. On est à peu près tous du même âge. Hein. Oui, avec des cheveux grisonnants. Hein. Voilà, les cheveux Quand ils ne le savent pas, c'est parce qu'on triche. Mais voilà, mais je veux dire, on fait ça. Nathalie, elle les peint, ses cheveux. Je ferai ça. Oui, oui. Bon, c'est pas Non, mais c'est ça. Je crois qu'au départ, c'était vraiment une envie d'aider les gens avec le cœur. Oui. Voilà, c'est vraiment ça. La mémoire, c'est une vague qui part avec un souvenir et qui revient avec un autre. Un arbre qui verdit et se fleurit. Un pommier chargé de pommes qui porte chacune un souvenir. Un univers sans limite. Si la mémoire était une galaxie, il y aurait autant de souvenirs que d'étoiles. C'est un infini de souvenirs. C'est un nuage qui grossit à chaque souvenir. C'est un piano qui délivre des mélodies douces et des mélodies tristes. C'est un voyage parsemé d'imprévus et de mystères.